Tu n'en avais pas besoin de toute façon, a dit mon père, sa voix détendue dans le haut-parleur de mon téléphone, comme s'il n'avait pas admis à l'instant qu'il avait volé l'intégralité de mon fonds universitaire. Et puis, ce qui est fait est fait. Pas la peine de se fâcher maintenant. Je m'appelle Vanessa, j'ai 25 ans, et je me tenais dans mon minuscule appartement à Londres en écoutant mon père m'expliquer pourquoi il avait vidé le compte censé financer ma dernière année d'université. Ce fonds que j'avais constitué grâce à des bourses, des petits boulots, et des économies prudentes depuis le lycée. Il reste combien ? Ai-je demandé d'une voix stable, même si mes mains tremblaient. Reste ? Il ne reste rien, ma chérie. J'avais quelques dettes à régler, mais ne t'inquiète pas. Tu es intelligente, tu trouveras une solution. Trouver une solution, comme si j'avais le choix, comme s'il n'avait pas volé 4 ans de dur labeur pendant que j'étudiais à l'étranger, incapable de l'arrêter parce qu'il était resté co-signataire du compte que j'avais ouvert à 17 ans. Je vois, ai-je dit calmement. Eh bien, bonne chance avec ça. Ça, c'est ma fille, a-t-il répondu, prenant mon calme pour de l'acceptation. Toujours aussi pragmatique, comme ton vieux père. Bon, je dois filer. J'ai rendez-vous avec des amis pour boire un verre. On se parle bientôt. Boire un verre avec mon argent, avec mon avenir. Je me suis assise à mon petit bureau, face à la rue londonienne dont j'étais tombée amoureuse pendant mon semestre à l'étranger. Il me restait 3 mois avant de rentrer chez moi. 3 mois pour trouver un moyen de sauver mon année senior après que mon propre père m'ait trahi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message de lui. N'en parle pas à ta mère ni à ta grand-mère. Pas besoin de les inquiéter. Évidemment qu'il ne voulait pas qu'elle sache. Tout comme il n'avait jamais voulu qu'elle sache pour ses dettes de jeu, ses échecs professionnels, sa tendance à emprunter de l'argent sans jamais le rendre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé une liste. D'abord, la documentation. Relevé bancaire montrant l'historique du compte, preuve de mes dépôts, dossier des bourses obtenues. Ensuite, la recherche, aide juridique, option de financement, petit boulot potentiel. Mon père m'avait toujours sous-estimé, me traitant comme un plan de secours. Heureusement que tu es jolie, disait-il quand je ramenais des bulletins parfaits, comme si mes réussites scolaires comptaient moins que mon apparence. Tu peux toujours épouser un homme riche si la fac ne marche pas. Mais je n'avais pas travaillé si dur, été si loin, pour le laisser gâcher mon avenir. Il pensait que j'étais pragmatique quand j'avais accepté calmement son vol. Il ne comprenait pas que le pragmatisme, c'est justement ce qui devait lui faire peur. Durant la semaine suivante, j'ai reconstitué l'étendue de sa trahison. Le compte contenait un peu plus de 42 000 $, de l'argent que j'avais gagné grâce à mes bourses, mes jobs d'été, et une gestion serrée de mon budget. Mon père avait tout retiré en une série de virements au cours du dernier mois, chacun assez petit pour ne pas éveiller de soupçons immédiats. Un soir, ma colocataire Emma m'a trouvé entourée de relevés bancaires. « Ton père a fait quoi ?» s'est-elle exclamée en lisant par-dessus mon épaule. « Tu ne peux pas le dénoncer pour vol ?» Le compte était encore à son nom, ai-je expliqué. Légalement, il avait le droit d'y accéder. Je n'aurais jamais cru qu'il le ferait vraiment. J'aurais dû me méfier, me souvenir de toutes les fois où il avait emprunté mon argent d'anniversaire en promettant de le rendre. Ou quand il avait tenté de me convaincre de prendre des prêts étudiants supplémentaires à mon nom, en disant qu'il m'aiderait à les rembourser. Mon téléphone vibrait sans cesse avec ces messages. Ne stresse pas pour l'argent. Tu t'inquiètes trop. Peut-être que c'est un signe que tu devrais faire une pause dans tes études. Je connais des types qui peuvent te trouver un boulot de mannequin. Tu gagnerais mieux qu'avec ce diplôme. Chaque message prouvait à quel point il ne valorisait ni mon éducation, ni mon indépendance, ni mon avenir. Pour lui, je n'étais qu'une ressource à exploiter, un filet de sécurité pour ses mauvais choix. J'ai commencé à appeler le bureau des aides financières de mon université, des services d'aide juridique, ma grand-mère qui avait toujours soutenu mes études. Je ne leur ai pas tout dit tout de suite, juste récolté des informations, évalué mes options. L'appel suivant de mon père est arrivé alors que j'étais en cours. Et, princesse. Une petite question. Tu n'aurais pas d'autre compte épargne quelque part, par hasard ? Je demande juste, comme tu es toujours aussi doué avec l'argent. L'assurance décontractée dans sa voix me mettait hors de moi, mais j'ai gardé un ton léger. Pourquoi tu demandes ? Oh, pour rien. Je pensais à ton avenir. Tu sais comment sont les pères. Pensez à mon avenir, comme quand il avait vidé mon fonds universitaire, comme quand il avait tenté de me dissuader de partir étudier à l'étranger, prétendant que je fuyais mes responsabilités familiales. Désolé, papa. En cours. On se parle plus tard. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur, ajoutant une autre ligne à ma liste. Fermer tous les comptes qu'il pourrait connaître. Transférer tous les fonds vers une nouvelle banque. Ce soir-là,
J'ai reçu un email de ma grand-mère. J'ai appelé ton père aujourd'hui. Il avait l'air nerveux quand j'ai posé des questions sur ton fonds universitaire. Tout va bien? J'ai souri en imaginant son malaise. Il avait toujours eu peur de ma grand-mère, la seule à lui avoir tenu tête avec succès. On peut parler, lui ai-je écrit. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Sa réponse a été immédiate et furieuse. Après avoir entendu toute l'histoire, elle a convoqué une réunion de famille d'urgence, sans mon père. Cet homme, dit-elle avec colère pendant notre appel vidéo, avec ma mère et ma tante assises à ses côtés, est allé trop loin cette fois. Voler sa propre fille? Je regardais leur visage pendant que je partageais les relevés bancaires, les messages, la manière désinvolte avec laquelle il avait anéanti mon avenir. Les mains de ma mère tremblaient en lisant ces messages. Je n'avais aucune idée, a-t-elle murmuré. Il m'a dit que tu voulais faire une pause dans tes études, que tu pensais revenir vivre à la maison. Évidemment. Mon père avait toujours su manipuler les récits à son avantage. Combien de fois avait-il réinterprété mes succès pour se les approprier? Combien de fois avait-il prétendu être l'origine de mes réussites tout en les sabotant dans l'ombre? J'ai tout documenté, leur ai-je dit. Chaque retrait, chaque message, chaque appel. Je ne vais pas le laisser s'en sortir comme ça. Ma tante, avocate, se pencha en avant. La question du compte est délicate puisqu'il était co-signataire, mais il y a peut-être d'autres angles à explorer. Est-ce qu'il t'a fait des promesses écrites concernant le remboursement de l'argent? Je sortis d'autres captures d'écran, des emails où il reconnaissait que l'argent était destiné à mes études, des textos où il mentionnait nonchalamment qu'il me rembourserait un jour. Parfait, dit ma tante. Pas juridiquement contraignant, mais c'est un excellent levier pour la suite. La suite, demanda ma mère. La suite, déclara ma grand-mère, c'est de faire comprendre à Grégory exactement ce qu'il a fait, et surtout à qui il l'a fait. Le plan se mit en place rapidement. Ma grand-mère allait le confronter la première, pour lui faire savoir que la famille était au courant de ses agissements. Ma tante rédigerait une lettre officielle de mise en demeure, énumérant ses options pour réparer le préjudice. Et ma mère allait enfin entamer la procédure de divorce qu'elle repoussait depuis des années. Il t'a toujours sous-estimé, dit ma grand-mère. Il t'a traité comme une extension de lui-même, pas comme une personne à part entière. Il est temps de lui montrer qui tu es vraiment. Ce soir-là, mon père m'appela de nouveau. Ta grand-mère avait l'air contrariée aujourd'hui, dit-il prudemment. Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? À propos de quoi, papa? Du fonds d'études que tu as volé? De l'avenir que tu as tenté de saboter? Ou simplement de ton opinion selon laquelle l'éducation de ta fille ne vaut pas plus que ta note de barre? Silence à l'autre bout. Puis, allons, princesse. Ne m'appelle plus princesse. Ne m'appelle plus du tout. Désormais, tout passe par tante Sarah. Sarah? Pourquoi ta tante devrait-elle s'en mêler? Parce qu'elle est avocate, papa. Et tu vas bientôt en avoir besoin. La réaction de mon père fut prévisible, d'abord le déni, puis la colère, et enfin des tentatives désespérées de manipulation. Tu exagères tout, disait-il par texto. Ce n'était que de l'argent. La famille, c'est plus important que l'argent. Je transférais chaque message à ma tante sans répondre. Qu'il continue à creuser son propre trou. Son prochain mouvement fut de se présenter chez ma grand-mère, où je logeais en attendant mon vol retour pour Londres. Elle ne le laissa pas dépasser le perron. Comment oses-tu? Cria-t-elle assez fort pour que les voisins entendent. Voler le fonds d'études de ta propre fille? Tu n'as donc aucune honte? Maman, s'il te plaît, tenta-t-il de calmer le ton. C'est une affaire de famille. Exactement. Et tu as trahi ta famille. Maintenant pars, avant que je n'appelle la police. Il partit, mais les textos continuèrent. Ta grand-mère t'a monté contre moi. Je suis ton père. Tu me dois le respect. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Je pensais à tout ce qu'il avait vraiment fait pour moi, comment il avait tenté de décourager mes réussites scolaires, comment il avait emprunté mes économies d'enfant, comment il avait toujours vu mes succès comme une opportunité de se remplir les poches. La lettre de mise en demeure de ma tante arriva chez lui par courrier recommandé. Elle contenait un relevé détaillé de chaque centime qu'il avait pris, accompagné de ses options pour rembourser. Tu ne peux pas poursuivre ton propre père, hurla-t-il au téléphone. Regarde-moi bien faire, répondis-je avant de raccrocher. Les répercussions familiales furent spectaculaires. Des proches que je n'avais pas entendus depuis des années m'appelèrent pour exprimer leur dégoût. Sa sœur, ma tante Patricia, partagea des histoires où il avait emprunté de l'argent dans les cartes d'anniversaire de ses enfants. Il a toujours été comme ça, dit-elle. Il prend ce qui ne lui appartient pas et s'attend à ce qu'on lui pardonne parce que c'est la famille. Ma mère entama enfin la procédure de divorce, invoquant entre autres l'infidélité financière.
Lors de leur première audience, son habitude de me voler fut révélée. « Vous avez vidé le fonds d'études de votre fille pour rembourser des dettes de jeu ?» demanda le juge, incrédule. « Je comptais le rembourser », protesta-t-il faiblement. « Avec quel argent ? D'après ses relevés, vous n'avez pas eu d'emploi stable depuis 3 ans. » L'image soigneusement construite du père généreux et jovial s'effondrait. Chaque tentative de défense ne faisait que révéler un peu plus sa véritable nature. Le bureau des aides financières de l'université fut étonnamment compréhensif une fois informé de la situation. Ils m'aidèrent à obtenir un financement d'urgence et mirent en place un plan de paiement pour ma dernière année. Ma grand-mère insista pour couvrir ce qu'elle pouvait, même si j'étais réticente à accepter. « Contrairement à ton père, dit-elle fermement, je comprends la valeur de l'éducation et de la parole donnée. » La réponse de mon père à la lettre de mise en demeure fut de se déclarer insolvable, prétendant ne pas avoir les moyens de rembourser ce qu'il avait volé. Puis ma tante découvrit qu'il avait récemment acheté une nouvelle voiture, posté des photos de vacances sur les réseaux sociaux, et qu'il possédait toujours un abonnement au country club. « Il n'est pas ruiné, expliqua-t-elle. Il est juste doué pour cacher ses actifs, mais pas assez. » Ses textos devinrent de plus en plus désespérés. « Tu es en train de ruiner ma vie. Ma propre fille se retourne contre moi. Je t'ai mieux élevé que ça. » Chaque message montrait davantage ses vraies couleurs. Le masque du père aimant tombait, révélant le manipulateur. La goutte d'eau fut lorsqu'il tenta de monter mes jeunes cousins contre moi, leur disant que j'essayais de le ruiner par vengeance. Au lieu de cela, ils m'envoyèrent des captures d'écran de ces messages, ajoutant à mon dossier de preuves. « Tu te souviens quand oncle Greg nous disait que nos fonds pour l'université étaient en sécurité avec lui ?» m'écrivit mon cousin Jake. On sait maintenant ce que ça voulait dire. Ma tante les aida à sécuriser leurs comptes avant qu'ils ne puissent les atteindre. Son schéma d'abus financier était enfin exposé, un membre de la famille à la fois. Pendant la procédure de divorce de ma mère, d'autres révélations émergèrent. Il cachait de l'argent depuis des années, contractait des prêts à son nom, et avait même tenté de rehypothéquer leur maison sans qu'elle le sache. Il a traité toute la famille comme un distributeur automatique, réalisa ma mère, et on a tous fermé les yeux. Ma grand-mère organisa une nouvelle réunion de famille, une fois encore sans lui. Les proches partagèrent des histoires de prêts jamais remboursés, de promesses brisées, de trahisons. Chaque témoignage renforçait notre détermination à le confronter à ses actes. Il a toujours compté sur la loyauté familiale pour se protéger des conséquences, observa ma tante. Il est temps de lui montrer que la loyauté va dans les deux sens. Les conséquences tombèrent comme des dominos. D'abord, l'avocate de ma mère découvrit ses comptes cachés, ce qui mena à un règlement de divorce bien plus élevé que prévu. Ensuite, la pression légale exercée par ma tante le força à accepter un plan de remboursement de l'argent qu'il m'avait volé, avec intérêt. Son image de père aimant s'effondra totalement lorsque la famille apprit qu'il avait emprunté de l'argent à des parents âgés, promettant des rendements sur des investissements fictifs. Un vrai schéma de Ponzi, marmonna ma tante en ajoutant ses découvertes à son dossier. Ces messages passèrent de la colère à la supplication. « Je suis toujours ton père. On peut arranger ça. Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner ? Que vont penser les gens, en te voyant traiter ton père ainsi ? » J'ai repensé à toutes les fois où il avait utilisé la culpabilité pour me contrôler, comment il avait tordu chaque situation pour se faire passer pour la victime. Plus maintenant. Grâce au contact de ma grand-mère, j'ai obtenu un travail à temps partiel qui m'a permis de terminer mon diplôme tout en travaillant. Mes professeurs, compréhensifs de ma situation, m'ont aidé à organiser un emploi du temps flexible. Chaque petite victoire semblait être un pas de plus loin de son influence. Le soutien de la famille m'a surprise. Mes cousins ont partagé leurs propres histoires de manipulation financière de sa part. Des oncles et des tantes qui avaient autrefois facilité son comportement se sont maintenant fermement opposés à lui. Même des parents éloignés ont pris contact pour m'offrir leur encouragement. « Ton père t'a appelé », m'a dit ma grand-mère un soir, « il a essayé de me convaincre de te faire renoncer au plan de remboursement, a dit que ça allait détruire la famille. » Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que c'est lui qui l'a détruite lui-même en volant sa propre fille. Sa dernière tentative de manipulation a été de se présenter à ma remise de diplôme, sans invitation, indésirable, mais déterminé à jouer le rôle de père fier. « C'est ma fille », a-t-il annoncé bruyamment à quiconque voulait l'entendre, « c'est moi qui lui ai donné son sens des affaires. » Ma tante Sarah l'a fait escorter dehors avant même que la cérémonie ne commence. « Ton succès t'appartient », m'a-t-elle dit après. Il n'a pas le droit de revendiquer ce qu'il a essayé d'empêcher. 1 an après la confrontation au sujet de mon fonds universitaire volé, le monde soigneusement construit de mon père s'était complètement effondré. Le divorce avait exposé ses stratagèmes financiers à tout le monde. Des anciens amis qui avaient investi dans ses projets d'affaires exigeaient des réponses.
Des proches à qui il avait emprunté de l'argent prenaient des mesures juridiques. Ma fête de remise de diplôme, organisée par ma grand-mère, est devenue une célébration non seulement de mes réalisations académiques, mais aussi de mon indépendance. Des amis et de la famille se sont rassemblés pour me soutenir, beaucoup d'entre eux partageant leurs propres histoires de résistance face à des parents manipulateurs. Ton père m'a appelé hier, m'a dit ma mère pendant la fête. Il voulait savoir si je pouvais te parler pour que tu abandonnes le plan de remboursement. Il a dit qu'il avait appris sa leçon. Vraiment, ai-je demandé, en pensant à ses dernières publications sur les réseaux sociaux, où il continuait à vivre au-dessus de ses moyens, prétendant que tout allait bien. Non, soupira-t-elle. Il a appris qu'il ne pouvait plus te manipuler. Ce n'est pas la même chose. Le plan de remboursement que ma tante avait organisé était strict. Des paiements mensuels directement prélevés sur son salaire, sans excuses acceptées. Il avait enfin dû trouver un vrai travail lorsque ses stratagèmes ont échoué. Son mode de vie précédent devenait impossible à maintenir maintenant que plus personne ne lui prêterait de l'argent. Ce n'est pas juste, avait-il râlé dans son dernier email. Je suis ton père. Tu es censé m'aimer inconditionnellement. L'amour n'est pas un chèque en blanc, avais-je répondu, ma dernière communication directe avec lui. Et les conditions sont ce qui arrive quand tu brises la confiance. Ma carrière décollait. J'avais décroché un poste dans un cabinet prestigieux à Londres, mon diplôme et ma détermination ouvrant des portes que je croyais autrefois fermées. Chaque succès avait un goût encore plus doux car il avait été gagné entièrement selon mes propres conditions. Ma grand-mère était devenue mon alliée la plus forte. Sa protection farouche, un contraste frappant avec l'amour intéressé de mon père. Il a appelé encore, m'a-t-elle dit pendant le dîner du dimanche. Il voulait savoir si tu avais eu ce travail à Londres. Il a dit qu'il aimerait venir te rendre visite une fois que tu seras installé. Pour rendre visite ou pour demander de l'argent, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Probablement les deux. Je lui ai dit que tu avais fini de financer son mode de vie. La dynamique familiale avait changé de manière permanente. Des proches qui avaient autrefois facilité son comportement partageaient maintenant des avertissements concernant ses dernières manœuvres. Sa sœur, ma tante Patricia, avait créé un groupe de discussion familiale spécifiquement pour suivre ses tentatives de manipulation. Il a essayé de convaincre mon fils de co-signer un prêt pour une voiture, a-t-elle rapporté un jour. Il lui a dit que ça l'aiderait à construire son crédit. Ça te dit quelque chose? Oui. Il avait essayé la même tactique avec moi à 18 ans, tentant de m'endetter avant même que je commence mes études universitaires. À l'époque, ma grand-mère avait intercepté les papiers et m'avait mis en garde contre les pratiques prédatrices, y compris celles des membres de la famille. Maintenant, en voyant son monde se rétrécir alors que le mien s'étendait, je ne ressentais pas de victoire, mais une validation. Chaque paiement qu'il effectuait, forcé par la pression légale plutôt que par la responsabilité paternelle, prouvait ce que j'avais toujours su. Il était capable de faire ce qui était juste. Il n'avait simplement jamais pensé qu'il devait le faire. Mon succès était devenu une forme de protection. Plus j'accomplissais, moins il avait de pouvoir pour affecter mon avenir. Le diplôme qu'il avait essayé de saboter était maintenant accroché au mur, chaque accomplissement un rappel que sa plus grande erreur n'était pas d'avoir volé mon argent. C'était d'avoir sous-estimé ma détermination. Mon retour à Londres marquait un nouveau chapitre. Le cabinet ne m'avait pas seulement offert un travail, mais un avenir que j'avais construit malgré ses tentatives pour le saboter. Mon petit appartement en ville était devenu un symbole d'indépendance, payé avec mon propre argent, décoré selon mes propres goûts, libre de toute influence qu'il pourrait essayer de revendiquer. Ces tentatives de maintenir le contact devenaient de plus en plus transparentes. D'abord, la carte d'anniversaire, la première qu'il m'ait envoyée en des années, avec un message soigneusement rédigé sur la fierté qu'il éprouvait pour nos réussites. As-tu vu comment il l'a signé? Ma mère m'a demandé au téléphone. Amour, papa, ton plus grand soutien. Quelle audace cet homme. Puis vinrent les publications sur les réseaux sociaux, me taguant dans de vieilles photos de famille avec des légendes sur la manière dont il avait toujours encouragé mes rêves. Chaque publication soigneusement préparée pour se peindre en tant que père dévoué qui avait sacrifié tout pour le succès de sa fille. Ma tante Sarah m'a aidé à rédiger une lettre de cessation et d'abstention lorsque les publications ont escaladé jusqu'à des revendications concernant son investissement dans mon éducation. Il essaie de réécrire l'histoire, m'a-t-elle expliqué. Assure-toi qu'il y a une trace écrite prouvant le contraire. Sa réponse a été prévisible. D'autres tentatives de manipulation, d'autres revendications de loyauté familiale, d'autres allusions à ses difficultés financières, mais ces mots avaient perdu leur pouvoir de me blesser. À travers les ragots familiaux, j'ai appris ses dernières manœuvres. Il avait commencé à dire aux gens qu'il avait des connexions à Londres, suggérant qu'ils pourraient aider leurs enfants à trouver des opportunités à l'étranger.
Chaque tentative de profiter de mon succès a échoué lorsqu'ils m'ont contacté pour vérifier ces affirmations. Ton père dit que vous embauchez dans ton cabinet, m'a écrit un ami de la famille. Il a proposé de mettre un bon mot pour ma fille, contre une petite somme pour ses services de consultant. J'ai répondu en expliquant que mon père n'avait aucune connexion avec mon cabinet, aucune influence sur les embauches et aucun droit de demander de l'argent pour de fausses promesses. Chaque réponse ressemblait à une brique de plus dans le mur entre ses mensonges et ma vérité. Ma grand-mère est venue me rendre visite à Londres, son premier voyage à l'étranger à 70 ans. Voir ma vie à travers ses yeux, la carrière que j'avais construite, la maison que j'avais créée, l'avenir que j'avais sécurisé, a tout mis en perspective. Tu sais ce qui me rend le plus fier ? Elle m'a dit pendant le dîner dans mon pub préféré. Pas seulement ce que tu as accompli, mais comment tu l'as fait. Tu ne l'as pas laissé te rendre amère. Tu es juste devenue plus forte. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de lui. J'ai entendu dire que maman est en visite. L'appartement doit être à l'étroit. Je connais de bons hôtels. Si tu as besoin d'aide pour les frais. J'ai montré le message à ma grand-mère, et nous avons toutes deux ri. Les mêmes vieilles tactiques, maintenant transparentes comme du verre, une fois que je les voyais clairement. Devrais-je répondre ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Ma chérie, dit ma grand-mère en levant son verre, ton succès est la seule réponse dont il a besoin. 2 ans après la confrontation à propos de mon fonds universitaire volé, le plan de remboursement de mon père était toujours en vigueur, chaque paiement mensuel un rappel de sa responsabilité. Il avait tenté diverses manœuvres pour réduire ou retarder les paiements, mais la supervision juridique de ma tante restait ferme. Lors d'un rassemblement familial à la maison, mon cousin Jacques partagea sa propre victoire. Il avait obtenu son diplôme sans dette, son fonds universitaire protégé dans un compte inaccessible à mon père. Tu sais ce qu'oncle Greg m'a dit quand je lui ai raconté ça, dit Jacques en riant. Que je devrais te remercier d'avoir surréagi à propos de ton fonds. Il a dit que ta réaction dramatique lui avait permis de tirer une leçon importante. A-t-il vraiment appris ? Demandai-je, pensant à ses dernières tentatives pour convaincre des membres de la famille d'investir dans sa nouvelle entreprise. Il a appris à ne pas cibler les membres de la famille qui ont de bons avocats, intervint ma tante Sarah. C'est à peu près tout. Ma carrière continuait de prospérer. Le cabinet m'avait promu à un poste de cadre supérieur. Ma réputation s'était bâtie sur la même attention aux détails et la même détermination qui m'avait permis de surmonter la trahison de mon père. Sa carte de Noël arriva à mon appartement londonien, débordante d'un enthousiasme forcé et de sous-entendus sur ses difficultés financières. À l'intérieur, il avait écrit « Je paie encore pour une erreur. Quand me pardonneras-tu » Je l'épinglai à mon tableau d'affichage, à côté de mon diplôme et de ma lettre de promotion la plus récente, des rappels que cette erreur n'avait pas réussi à définir mon avenir. Sa signature en bas, autrefois symbole d'autorité paternelle, ressemblait désormais à ce qu'elle était vraiment, la marque d'un homme qui avait parié contre la force de sa fille, et avait perdu. Lors du gala caritatif annuel de mon cabinet, on m'avait demandé de parler de persévérance et de dépassement des obstacles. Je ne mentionnais pas mon père directement, mais je parlais du moment où j'avais découvert que mon fonds universitaire avait disparu, non pas comme une trahison, mais comme une leçon d'autonomie. Parfois, dis-je au public, les personnes qui devraient le plus vous soutenir deviennent les obstacles que vous devez surmonter. Leur sous-estimation devient votre moteur. Mon père vit le discours en ligne. Quelqu'un l'avait partagé dans le groupe de discussion familiale dont il était exclu. Sa réponse passa par ma grand-mère. Elle est encore en colère, avait-il dit, elle utilise mon erreur pour attirer l'attention. Non, avait-elle répondu. Elle est réussie, elle utilise sa force pour inspirer les autres. Il y a une différence. Le dernier paiement de mon père arriva un mardi, le versement final de l'argent qu'il avait volé. Il avait joint un mot. Et maintenant, peut-on redevenir une famille ? Je classai le reçu avec tous mes autres documents, les relevés bancaires, les messages exigeants, les publications sur les réseaux sociaux où il tentait de réécrire l'histoire. Non pas parce que j'en avais encore besoin, mais pour me rappeler le chemin parcouru. Ma mère, aujourd'hui remariée et heureuse, résuma le mieux la situation. Il pensait qu'en te prenant ton argent, il te garderait dépendante de lui. Mais au contraire, ça t'a libérée. Elle avait raison. Chaque tentative qu'il avait faite pour me retenir m'avait en réalité poussé en avant. Sa plus grande punition n'était pas le plan de remboursement, ni même la désapprobation familiale. C'était de me voir réussir sans lui, au-delà de lui, malgré lui.